Tout récemment, un bon nombre de médecins ont signalé le recours trop facile au Ritalin pour les jeunes atteints de TDAH. Au Québec, la consommation de psychostimulants est 3 fois plus élevée que dans le reste du Canada. En 2018, un constat similaire face aux antidépresseurs. Les Québécois en consommeraient plus que la moyenne canadienne. Est-ce que les pilules sont devenues les nouvelles meilleures amies des Québécois? Aujourd'hui, mes invités sur le plateau sont Sophie Marquis-Germain, pharmacienne en milieu communautaire. Qu'est-ce que veut dire milieu communautaire? En fait, c'est tout simple. C'est vraiment le pharmacien et la pharmacienne qui travaillent au coin de la rue. Donc, dans chaque quartier, on en a. C'est dans n'importe quelle bannière. On peut en avoir dans des Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix, Brunet, Familiprix. Tout ça, c'est des pharmaciens communautaires. Okay. Les autres pharmaciens sont vraiment en milieu hospitalier. Donc, c'est un autre secteur de travail. Donc, vraiment le milieu communautaire. Et on a Camille Gagnon, bonjour, qui est pharmacienne, mais aussi directrice adjointe pour le Réseau canadien de la déprescription. Exactement, puis on va en apprendre plus aujourd'hui là-dessus. Oui, exact, puis je suis bien contente. En premier lieu, j'aimerais savoir, Sophie, combien de personnes prennent des médicaments au Québec? On prend beaucoup de médicaments au Québec, on ne se le cachera pas. Si on regarde, par exemple, les données de la RAMQ chez les 65 ans et plus, on sait qu'on a environ le tiers qui va prendre plus de 10 médicaments par personne. Donc, c'est beaucoup. On a environ le 2 tiers qui va prendre plus de 5 médicaments par personne. Donc, ça reste beaucoup, beaucoup de médicaments. On a des données qui ont été sorties en 2017, Association médicaments génériques. On sait qu'on a à peu près 280 millions d'ordonnances par année au Québec. Donc, c'est un nombre vraiment très, très élevé. C'est sûr que les personnes âgées ont tendance à en prendre un peu plus, définitivement, mais tout le monde dans la vie, à un moment quelconque, aura à en prendre des médicaments, définitivement. Et sachant ces statistiques-là, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a une surconsommation de médicaments au Québec ou non, pas encore? On en consomme beaucoup, on ne se le cachera pas, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de maladies qu'on traite avec des médicaments, alors qu'on pourrait les traiter autrement. On regarde, par exemple, les problèmes d'estomac, reflux gastrique. Beaucoup de personnes vont prendre un médicament pour traiter l'acidité, alors qu'on sait très bien que juste des petites méthodes comme faire attention à ce qu'on mange, l'alimentation, tabac, le café, le thé, le chocolat, les repas copieux, c'est toutes des choses qu'on pourrait faire pour diminuer les problèmes d'estomac et potentiellement ne pas avoir besoin à prendre de médicaments. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Camille? Oui, je vais renchérir là-dessus. Je dois dire que ce qu'on observe, c'est qu'au fil du temps, le nombre de médicaments qu'un même individu va prendre, une personne âgée, 65 ans ou plus, ça augmente constamment. Depuis les années 90, etc., là, c'est constant. Donc, ça fait vraiment un fardeau pour les gens à gérer. Ça fait beaucoup. Puis, on observe vraiment que cette augmentation-là, c'est pas sans risque. Puis, on pourra en parler plus tard dans l'émission aussi. Donc, on est quand même inquiet par rapport à ça. Puis, comme le dit Sophie, il y a beaucoup de ça qui vient de nous en tant que patients, parce qu'on est tous des patients de quelqu'un. Quand on rentre dans le bureau du médecin, souvent, on y entre en se disant... Je veux sortir de là avec une ordonnance. Je veux être allée pour une raison. Je veux guérir mon problème tout de suite. Oui, tout de suite. Puis, si on en ressort avec un conseil comme j'ai mal au ventre, bien, travaillons sur ta diète. Essayons de changer la façon dont tu prends des gros repas avant de te coucher, peut-être, ce qui fait que tu as du reflux une fois que tu te couches. Essayons de travailler là-dessus. Puis, si ça ne marche pas, peut-être qu'on pourra regarder les médicaments. Mais la façon dont la médecine... maintenant se pratique avec la réalité des choses, c'est que bien souvent, l'ordre est inversé. Donc, alors on va rapidement dire, ouais, bien, fais attention à ce que tu manges, mais voici une prescription. Puis, donc, ça fait que le nombre tend à augmenter, puis c'est quelque chose qu'on doit surveiller. D'ailleurs, récemment, dans les médias, on a soulevé un enjeu. Beaucoup trop de jeunes consommeraient du Ritalin. Au secondaire, c'est 1 jeune sur 4 qui en consomme. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne TDAH lorsqu'elle prend du Ritalin? Oui, c'est vrai que c'est un problème qu'on voit beaucoup, une augmentation flagrante là, de la prise d'ordonnance de Ritalin ou autre. Je dirais que principalement, les gens qui ont un TDAH ont de la difficulté à bien cibler les éléments dans le cerveau. Donc, les éléments arrivent de partout. Un bruit, le professeur, l'élève à côté. Donc, trop d'informations à traiter en même temps. Quand on prend quelque chose comme un psychostimulant, Ritalin ou autre, les neurotransmetteurs dans le cerveau, ceux qui vont contrôler un petit peu l'information, vont mieux travailler. On va cibler vraiment un endroit au lieu d'être réparti un petit peu partout. Donc, ça va permettre à l'enfant ou à l'adulte même, de plus en plus, de vraiment fixer une chose, de se concentrer sur un élément et pouvoir un petit peu faire abstraction des autres éléments là, tout autour. Dans le cas du TDAH, c'est sûr que vous n'êtes pas expert dans ce trouble-là, mais est-ce que c'est
essentiel de prendre des médicaments? Ça dépend. Il y a des gens chez qui d'autres méthodes, tout simplement, ou des petites mesures de l'adaptation qui pourraient être faites à l'école pourraient être suffisantes. Dans certains cas, quand on amène vraiment un gros problème à l'école, un dysfonctionnement, donc pas juste des résultats scolaires, mais des fois, c'est une question de comportement aussi à l'école, autant à la maison. Quand ça amène vraiment des conséquences, là, des fois, oui, il faut envisager la médication. Des fois, on n'a pas le choix. Camille, tu l'as déjà un peu mentionné. Oui. Les médecins, des fois, vont prescrire tout de suite des médicaments au lieu de suggérer des moyens plus naturels. Par exemple, dans le cas de la dépression, moi, j'ai l'impression que c'est mieux. Je suis prof de cours d'éducation, pas d'éducation physique, mais de cours de fitness dans les gyms. Et je le sais que quand je fais de l'activité physique, tout de suite, mon cerveau déclenche la sérotonine. Bien oui. Puis dans le cas de la dépression, bien, les antidépresseurs, ça vient travailler, bien, ça vient un peu rééquilibrer la sérotonine. Pourquoi, selon vous, des fois, les médecins vont prescrire les médicaments avant d'offrir des suggestions plus naturelles? Oui. Puis il y a des données là, récentes, ça sortait. Donc, l'exercice est un excellent médicament. Puis souvent, on pense au cœur, mais ce que tu viens de mentionner, c'est un exemple parfait. C'est un excellent traitement pour l'humeur. Donc, au final, ce qui arrive, c'est que c'est quand même plus complexe de mettre en place des changements dans les habitudes de vie d'un individu. Puis souvent, il faut un support. Donc, si tu me donnes une ordonnance, si un médecin donne une ordonnance à un patient, c'est plutôt simple et le chemin que va faire la personne est assez clair. Donc, aller à la pharmacie, prendre le médicament, voir comment ça, sans peut-être travailler sur d'autres choses. Puis, on espère qu'il y aurait d'autres méthodes parce qu'on le sait qu'un médicament peut être efficace pour la dépression, puis c'est pas ça qu'on essaie de nier. Par contre, si on met en place un programme d'exercice physique, qui va aider cette personne? Peut-être qu'elle n'a pas nécessairement de sous pour se payer un cours de fitness, même si il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir le faire, mais c'est pas tout le monde, c'est pas accessible. Donc, l'accessibilité à ces thérapies alternatives, puis ça, c'est un de nos objectifs de notre organisme, c'est d'améliorer l'accès à ces thérapies-là qu'on sait qui sont efficaces, mais pour lesquelles ça peut devenir plus complexe là, quand on veut rendre ça accessible de façon universelle. Là. Il y a le temps aussi, hein? C'est pas tout le monde qui a le temps d'aller s'entraîner. Oui, puis je peux me permettre d'ajouter aussi, quand on parle d'une dépression légère, évidemment, exercice physique avec psychothérapie, c'est vraiment le traitement de choix. Mais si on pense à une dépression majeure, modérée à sévère, avec beaucoup de symptômes, souvent la personne n'a même pas l'énergie de sortir du lit, faire à manger, prendre une douche. Donc, c'est difficile pour ces gens-là de leur dire, bien, mets une paire de souliers, va à l'extérieur courir. On n'en est pas rendu là. Donc, il faut un petit coup de pouce supplémentaire. Il faut le voir un petit peu comme ça dans le cas de la dépression majeure. Les antidépresseurs, c'est un petit coup de pouce, mais évidemment, il ne faut pas négliger l'activité physique, la psychothérapie, toutes les autres mesures. C'est tous des outils qu'il faut mettre ensemble en branle. Puis, éventuellement, possiblement, on peut arrêter l'antidépresseur un jour. Donc, il faut juste garder ça en tête. Puis c'est ça, comme tout traitement antidépresseur doit être réévalué de façon régulière. Donc, justement, il y a des gens qui peuvent être quand même dans un stade avancé ou modéré à sévère de leur maladie. Le médicament va aider à les sortir, peuvent passer une phase difficile, un deuil, des trucs comme ça qui peuvent amener une dépression. Et l'important, c'est de le réévaluer après un certain nombre de mois parce que pour s'assurer que ça ne reste pas là, peut-être qu'on pourrait essayer de l'arrêter. Puis, on remarque beaucoup ça en recherche. Les antidépresseurs, souvent, ont tendance à rester des années sans vraiment re-questionner. C'est ça, et ça vaut la peine de le re-questionner. Parce que, justement, si la personne va mieux, est-ce qu'elle a pu, à ce moment-là, mettre en place ce qu'on vient de décrire? Dans quel cas, là, les médicaments sont vraiment indispensables? Quand on parle des maladies chroniques, les graves maladies, on parle de cancer, par exemple, on n'a pas le choix. On prend, par exemple, quelqu'un qui fait une réaction allergique grave, on a besoin d'une épipène, on ne peut pas s'en passer. Puis toutes les autres maladies chroniques, problèmes d'infarctus, insuffisance cardiaque, personne qui fait de l'arythmie ou de la fibrillation, on a besoin de médicaments pour éviter de faire des petits caillots. Ça peut se loger au niveau du cerveau, des choses comme ça, et faire des AVC. Donc, il y a beaucoup de maladies où c'est vraiment important d'en prendre. Et on ne pourrait pas s'en passer. Mais le truc, en tant que pharmacien, un peu ce qu'elle fait beaucoup aussi, c'est vraiment notre fameuse petite balance, les risques par rapport aux bénéfices. Si le médicament apporte peu d'avantages et comporte des risques, probablement qu'on n'en a pas besoin. Mais un médicament qui apporte peu de risques ou des risques tellement moindres comparé à tous les avantages, là, on en a vraiment besoin. Quand on parle de mortalité, là, de sauver la mort avec des médicaments, définitivement, c'est indispensable. Camille, quelles sont les questions qu'une personne devrait poser à un professionnel de la santé s'ils veulent déprescrire un médicament? Parfait. Il y en a 5 qu'on a identifiés qui sont assez simples à demander. Tout d'abord, on veut savoir pourquoi est-ce qu'on prend un médicament. Des fois, on ne le sait pas toujours, ça fait longtemps qu'on le prend. Donc, pour quelle raison est-ce que je le prends? Deuxième question,
quels sont les risques et les bénéfices de ce traitement-là? Qu'est-ce que j'ai à gagner, mais quels sont ensuite les risques que je peux encourir avec le médicament? Troisième question, est-ce que ce médicament-là, ça peut avoir un impact sur mon cerveau, ma mémoire, ou encore me faire tomber? Souvent, c'est des choses qui sont importantes, surtout quand on est plus âgé, c'est des risques. Donc, demandez ça. Quatrième question, de but en blanc, est-ce que c'est possible que j'arrête ce médicament ou que je réduise la dose? Qu'est-ce qui est le mieux entre arrêter et réduire C'est aussi? ça, ou est-ce que c'est même possible? OK. Puis là, le professionnel de la santé va pouvoir dire « Ah, oui ou non ». Et la dernière question, c'est avec qui est-ce que je fais un suivi et à quel moment? Parce que, comme j'ai dit, la déprescription, ça se fait en équipe. Donc, on fait un suivi. J'ai été vite. Ces 5 questions-là sont sur notre site web, réseaudesprescriptions.ca. Donc, j'encourage tout le monde à venir consulter notre site web pour plus d'informations. Super, merci. Merci, David. Lorsqu'on reçoit des médicaments, on a toujours une rencontre avec le pharmacien. Par contre, il y a tellement d'informations. Comment les gens, nos auditeurs, pourraient avoir davantage d'informations sur leurs médicaments? C'est sûr qu'en effet, le pharmacien en dit beaucoup. Il peut tellement avoir d'autres informations aussi. On ne peut pas tout dire. Bon, premièrement, c'est de se fier sur des ressources qui sont fiables. Donc, quand on parle sur les réseaux sociaux, des blogs qui sont partagés, ou quand on voit des sites où on parle de cure, de détox, de anti-cancer, il faut faire attention. Les gens doivent être extrêmement critiques. Il faut se poser des questions. Puis, même qu'on a des bonnes ressources, des ressources gouvernementales, des choses fiables, même ça, il faut faire attention parce que c'est pas individualisé. Donc, c'est souvent des recommandations qui sont très larges, générales. Il faut vraiment ramener tout ça à chacun pour soi. Donc, l'idéal, c'est s'il y a des questions, des problèmes, il faut questionner son pharmacien. Quand il est là, c'est le bon moment. Parler à son médecin, il y a l'infirmière aussi qui peut aider. Puis, il y a différentes autres ressources. Les pharmaciens, on commence à avoir une petite page Internet où on commence à répondre en ligne aux questions des gens. C'est questions.pharmacien.com ou askyourpharmacist.ca si on commence à le faire. Donc, c'est un pharmacien communautaire en milieu hospitalier qui a commencé ça. Donc, ça, c'est une autre ressource qui est fiable. Puis, vraiment, de questionner des professionnels de la santé, des gens qui sont vraiment dans le domaine, c'est la meilleure manière. Vraiment. Camille? Oui, je suis d'accord. En fait, c'est vraiment de prendre de l'information fiable. Il y a de tout et n'importe quoi en ligne. Donc, je vais juste dire vraiment, c'est la meilleure façon, c'est de se tourner vers un professionnel de la santé en qui on a confiance. Oui, d'ailleurs, on a parlé à l'émission de Fake News, tu sais. J'avais des chercheurs dans le milieu de la communication puis des médias, puis ils expliquaient de toujours vérifier 3 sources. Est-ce qu'on a 3 sources fiables qui disent la même chose? Absolument. Donc, si on va voir le pharmacien, notre médecin, puis une infirmière, puis les 3 ont la même recommandation, on n'est pas mal sûr que c'est fiable. Camille, est-ce qu'il y a des dangers à prendre trop de médicaments? Il y en a plusieurs. Donc, au fur et à mesure que les ordonnances s'accumulent, on sait que les gens sont plus à risque de plusieurs choses. Premièrement, les interactions. Les interactions entre les différents médicaments qu'on prend, mais aussi entre les médicaments et notre alimentation, les médicaments et notre condition physique. Si on a une maladie, ça peut interagir avec certains médicaments puis nous rendre encore plus à risque de certains effets indésirables. Donc, d'abord, les interactions. Ensuite, les conséquences, les effets néfastes ou les effets indésirables. Les effets secondaires, là, comme on entend toujours parler, là, ça, on sait que ça augmente avec le nombre de médicaments qu'on prend, mais c'est normal parce qu'on est plus à risque, ça finit par s'accumuler au fur et à mesure. Donc, les gens doivent être à l'affût, parce que c'est pas parce qu'on prend un médicament depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis que tout était correct, qu'un effet secondaire ne peut pas survenir ou une interaction. Donc, toujours être à l'affût, parce que nous, on change, les effets de notre environnement changent, donc on peut à tout moment subir un effet indésirable. Puis ça peut être des trucs simples. Maux de ventre, bon, ça peut être assez incommodant pour quelqu'un, diarrhée, constipation, mais ça peut aller à des trucs beaucoup plus graves. Ça peut aller à des chutes, des fractures et des hospitalisations. Puis on sait que plus on prend de médicaments, plus on est à risque d'être hospitalisé, malheureusement, à cause de nos médicaments. Puis c'est ça qui est inquiétant quand même. On sait que les médicaments font beaucoup de bienfaits, mais il faut bien les utiliser pour éviter que ça cause des effets néfastes comme ça. Sophie? Définitivement, c'est vraiment l'essentiel, ce qui a été dit. J'imagine que c'est important de vraiment être honnête avec notre pharmacien, avec notre médecin sur notre mode de vie. C'est ça, c'est important. Si on consomme d'autres médicaments, d'autres éléments particuliers ou des produits en vente libre, il faut le dire. Puis aussi, donc comme elle disait, interaction avec aliments et tout, c'est important, et l'état de santé aussi. Puis une autre chose à garder en tête, c'est pas nécessairement la quantité ou le nombre de médicaments qui fait une différence. Ça augmente beaucoup les risques, mais chaque médicament doit être bon, bien pris, bonne dose, bien utilisé. Donc, quelqu'un avec un médicament pourrait avoir beaucoup de risques,
même des fois plus qu'une personne qui a 7 médicaments, mais parmi les 7, bon usage, bonne dose, bien utilisé, sécuritaire. Donc, il faut vraiment toujours s'assurer que chaque médicament est correct et adapté à la personne. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Exactement. Non, C'est pas des bonbons. Non, exact. Camille, je l'ai dit en intro, tu es directrice adjointe pour le Réseau canadien de la déprescription. Oui. Qu'est-ce que la déprescription? OK. On va prendre ça simple. Oui. La déprescription, c'est le contraire de la prescription, hein, donc avec le D devant. Donc, autant prescrire un médicament, c'est le commencer. Le déprescrire, c'est soit en réduire la dose ou encore l'arrêter. Okay. Alors, ce n'est pas seulement de le cesser. Donc, un médecin ou un patient qui a des questions par rapport à un médicament, donc dans leur interaction, ou le pharmacien ou l'infirmière aussi, vont pouvoir discuter à ce niveau-là, lorsqu'un patient prend un médicament, s'il pourrait être possible pour cette personne-là de baisser sa dose ou de l'arrêter. C'est ça, la déprescription. C'est de toujours considérer que les médicaments ne sont pas là à vie dans tous les cas. Il y a des cas où on doit les réévaluer, mais peut-être qu'on va devoir les poursuivre à vie, mais ça vaut toujours la peine de reposer la question. Mais tu vois, moi, pour certains médicaments comme le Ritalin ou antidépresseurs, j'avais l'impression que c'est la personne qui décide quand elle veut les arrêter, aussi simple que ça, non? C'est ça. Il y a des risques associés avec certains médicaments qu'on ne voudrait pas arrêter de façon abrupte. Il y en a qu'on va diminuer de façon graduelle. Puis, de la même façon qu'on ne commence pas un médicament sans en avoir parlé avec son médecin ou sa pharmacien ou son infirmière, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, toujours une supervision. La déprescription est un processus supervisé en tout temps. Okay. Donc, on n'arrête pas un médicament comme ça sans en parler d'abord parce qu'il pourrait avoir des conséquences auxquelles on ne s'attend pas. C'est important parce que moi, tu vois, je n'étais pas du tout au courant. Pourquoi on cherche à déprescrire plus particulièrement les médicaments chez les personnes âgées? Il y a toute une série de choses à l'heure actuelle qui nous font dire, bien, vous savez, chez les personnes âgées, il faut faire plus attention. En premier lieu, bien, ils prennent plus de médicaments, on l'a dit aujourd'hui. Donc, leur nombre pris dans l'absolu est plus grand. Bon, déjà, c'est un risque. Ensuite, leur corps change. Le corps d'une personne âgée est plus à risque et plus sensible aux médicaments. Pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est que leur cerveau est plus sensible aux effets des médicaments. Ensuite de ça, leur corps aussi, au niveau des reins et les organes qui éliminent les médicaments, c'est moins efficace. Puis les médicaments peuvent avoir un effet plus grand et durer plus longtemps que prévu chez une personne plus âgée. Donc, imaginons quelqu'un qui prend un plus grand nombre de médicaments puis qui, en plus, est plus sensible aux médicaments. C'est comme une série de choses qui... En tout et pour tout, c'est comme... Il faut faire plus attention, vraiment. Si on prend... Tout de suite, je pense à une personne qui a Alzheimer. Je ne sais pas s'ils prennent beaucoup de médicaments, les personnes à Alzheimer, mais pour une personne qui a cette maladie-là, il faut que ça soit un proche qui demande la déprescription? Comment ça fonctionne? Excellente question. Donc, quand on a quelqu'un qui ne peut pas s'occuper à 100 d'eux-mêmes, ça peut être justement quand les gens souffrent de maladie d'Alzheimer, là, le proche aidant a un rôle extrêmement important. Puis c'est là, cette personne-là, c'est à elle aussi de s'assurer que tout se passe pour le mieux. Donc, poser les questions, être présent dans les rendez-vous, etc. Parce que ce qu'elle peut apporter comme information, si la personne elle-même ne peut pas rapporter les effets indésirables qu'elle a, puis ça va être le proche, bien, si le proche aidant est là pour le dire, pour le rappeler, bien, on a à cœur l'intérêt du patient. On n'oublie pas ça à tout moment. Donc, si c'est votre grand-mère, si c'est votre conjoint qui a une maladie qui l'empêche de partager ça, oui, s'impliquer puis être là pour supporter, c'est essentiel. Mais j'imagine que le dernier mot reste quand même au médecin. Oui, le médecin, par contre, va faire ce qu'on appelle la décision partagée. Okay. Décision partagée, c'est qu'on prend en compte quels sont les objectifs du patient. Puis si le patient ne peut pas s'exprimer, bien, ça va être son proche. Okay. Donc, qu'est-ce qui est important pour monsieur ou madame qui a une maladie, disons, du cœur? Mais moi, ce que j'aime faire, c'est aller à l'épicerie une fois par semaine. C'est ça que j'aime. Ou aller au bingo, jouer avec mes amis. Ou sortir marcher une fois par jour. C'est quoi qui est important? Puis on va faire de notre mieux pour que c'est ça qui arrive. Pour que ce soit ça qui soit maintenu. C'est ça ta qualité de vie. Après ça, donc, quand le médecin a ça en tête et il sait comment le patient réagit à des effets indésirables secondaires à certaines choses, tout ça, c'est des infos que le médecin, il n'a pas. Il est l'expert peut-être de la maladie, mais le patient puis le proche sont l'expert de la personne. Fait qu'on peut pas faire, comme quand on revenait sur Internet, on peut voir de l'information générale, mais ça s'applique pas à chaque individu de la même façon. Alors, le médecin a une part, mais le patient a aussi un rôle très grand à jouer.
Sophie, moi, je crois pas aux théories du complot, mais dans la population, il y a des gens qui croient à ces théories. Et il y en a une concernant l'industrie pharmaceutique. Certaines personnes pensent que l'industrie connaît le remède contre le cancer, mais cache l'information pour pouvoir continuer à faire de l'argent avec la vente des médicaments. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette théorie? Ça me fait toujours rire, ce genre de théorie-là. Pour moi, c'est complètement absurde, tout simplement. Bon, premièrement, il y a tellement de cancers différents. Le cancer agit différemment, grandit différemment et est traité de manière différente. Donc, on ne peut pas généraliser ça en un cancer, un traitement. Je vois pas comment ça peut se faire. C'est extrêmement complexe. Puis deuxièmement, si jamais vraiment ça existait, là, un remède pour traiter tous les cancers, pas mal certaine entre toi et moi que la personne qui aurait cette recette-là serait la première à le commercialiser et deviendrait probablement la plus riche au monde. Définitivement. En plus, oui. Donc, non, c'est absurde. Il faut garder en tête, il faut oublier ce genre de théorie-là du complot. Ça se peut pas. Et de toute façon, nous, il faut se baser un peu. On a tellement de chercheurs qui dédient leur vie à chercher des remèdes et faire évoluer la thérapie. C'est leur vie, il faut leur faire confiance. Puis, on évolue quand même. Petit à petit, on voit des changements, des découvertes. C'est ça, des thérapies ciblées qui vont aller traiter un cancer plus fixe, en ayant moins d'effets secondaires partout dans le corps. On va vers là tranquillement. C'est de mieux en mieux. Donc, il faut faire confiance à ces gens-là, ces chercheurs-là, et oublier cette fameuse théorie du complot. Là. On oublie ça. Merci pour cette clarification. Sophie, est-ce que les médicaments au Québec sont plus chers qu'ailleurs dans le monde? Bon, c'est difficile à comparer tous les pays, mais les pays qui ont un peu le même milieu économique que nous. C'est vrai, c'est une question qui est assez large, assez complexe. On pourrait en parler pendant des heures, même avec des économistes. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment ta force. Ma force, exactement. Mais je dirais, en gros, quand on compare le Québec au Canada, ailleurs dans le monde, oui, les médicaments semblent quand même chers. Il y a différentes études qui ont été faites et on se retrouve toujours dans le top 10, top 5 là, des pays où les médicaments sont le plus chers, définitivement. As-tu des exemples de d'autres pays qu'on retrouve dans cette liste? Oui, bien, on voit, bon, les États-Unis, eux, sont vraiment toujours en haut de la liste. Donc, les coûts sont définitivement beaucoup plus élevés qu'au Québec. Un peu en bas du Québec, bon, on a certains pays d'Europe, l'Allemagne, la Suède, la France, toujours un petit peu moins cher. Gardez en tête, le coût du médicament, c'est beaucoup de choses. C'est le coût, premièrement, du médicament en tant que tel, la molécule. Donc, cette pilule-là qui est vendue par le fabricant, c'est ça, en général, qui coûte cher. Mais à ça, on va ajouter la marge du grossiste. Ça, c'est la compagnie qui vend le médicament en pharmacie, et l'honoraire du pharmacien, qui n'est pas nécessairement très élevé. Je vous dirais, vraiment, ce qui coûte cher, c'est vraiment le coût de la molécule. Donc, on est en train, quand même, au Québec, de se questionner sur ça. Il y a des ententes qui ont été faites aussi dans les dernières années, là, très récentes, pour justement venir essayer de diminuer le coût des médicaments génériques au Québec. Une entente qui a déjà été prévue sur 5 ans en but de réduire ce coût-là. Donc, majoritairement, un peu plus cher quand même. Ça reste qu'individuellement parlant, quand on regarde le coût au Québec pour chaque personne, on a quand même une bonne assurance médicaments. Oui, c'est ça, j'allais dire. Des bonnes assurances privées quand même. Donc, au bout de la ligne, les Québécois ont quand même pas une facture trop salée, si on peut dire ça comme ça. Ça reste que dans tous les cas, il y a toujours des moyens, des fois, donc soit d'aller avec un générique, de changer de molécule. Donc, si on voit que quelqu'un est vraiment dans le mal pris pour une question de coût, il faut en parler avec le pharmacien. Il y a toujours des fois possibilité de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du médicament en tant que tel pour essayer de sauver un petit peu de sous pour le patient. Parce que pour nous, c'est choquant. Quelqu'un qui ne prend pas sa médicament. Surtout quand on n'a pas d'assurance aussi. Là, le coût est plus élevé. Juste pour que les gens nous suivent bien, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de générique? Générique, en fait, on a le premier médicament qui a été créé par une compagnie. C'est vraiment le médicament original qu'on appelle. Donc, on a un nom qui est sorti, c'est la première molécule. Puis, après tant d'années, on a un brevet et une fois le brevet terminé, les compagnies peuvent copier ce médicament-là. Donc, on copie la recette, on copie la molécule. Le médicament, en général, est identique. Pour les études qu'on fait, il est aussi efficace. Les effets sont sensiblement les mêmes. Ce qui peut différencier, c'est les autres ingrédients, souvent. Donc, dans les médicaments, il va y avoir des fois un petit peu de colorant, il va y avoir de la farine, il va y avoir du lactose. Donc, tous ces autres ingrédients-là, dans une pilule, par exemple, ils peuvent varier d'une compagnie à l'autre. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas d'allergie ou de conditions particulières, honnêtement, qu'on prenne un générique ou un original, c'est pareil. Au Québec, on le sait, les hôpitaux et les cliniques sont débordés. Est-ce qu'à l'avenir, par exemple, il pourrait y avoir des médicaments qui seraient prescrits directement par les pharmaciens au lieu de devoir passer par notre médecin,
pour, de cette manière-là, désengorger le milieu hospitalier? C'est sûr, c'est une bonne question, puis c'est vraiment d'actualité. Oui. Je dirais qu'on en fait déjà beaucoup plus, les pharmaciens. Il y a eu la loi 41 qui est passée récemment. On commence déjà à prescrire. On parle de conditions mineures, donc prescrire pour des conditions qui auraient déjà été diagnostiquées par un médecin, exemple pour une infection urinaire, pour le feu sauvage, une rhinite allergique. Donc, on en fait quand même de plus en plus. Il faut garder en tête que le pharmacien ne fait pas de diagnostic. Donc, on ne pourra jamais remplacer le médecin à ce niveau-là. Mais il y a certainement d'autres petites conditions qu'on pourrait faire en plus. Maintenant, on a aussi la santé voyage qu'on fait en pharmacie communautaire de plus en plus. Et on commence à prescrire des analyses de laboratoire. On fait des suivis pour les INR ou les coumadins. Donc, on fait beaucoup, beaucoup plus. On aimerait en faire plus. Je vous dirais, c'est un défi quand même actuellement parce qu'on veut en faire plus, mais on est aussi quand même assez surchargé en milieu communautaire. Donc, on essaie justement de faire le maximum pour mettre ça. Puis, éventuellement, on espère qu'un jour, les pharmaciens, on ne soit plus rémunérés pour vendre des médicaments, mais on soit rémunérés pour donner des conseils, des consultations, pour vraiment notre clinique. C'est ce qui fait de nous des professionnels de la santé. Donc, peut-être qu'éventuellement, on pourra de cette manière-là faire plus encore de consultations, de conseils, puis être encore plus disponible pour la population. Camille? Oui, je veux dire que dans nos projets en déprescription, si on revient là-dessus, puis on parle de la valeur d'un service pharmaceutique. Service pharmaceutique, c'est vraiment un service clinique qui est prodigué par le pharmacien. On a noté que dans des études, quand on demandait aux pharmaciens de regarder parmi leurs patients qui pourrait bénéficier de l'arrêt d'un médicament pour dormir. Parce qu'on sait que les pilules pour dormir, ça ne marche pas tellement bien en général. Ça n'a pas tant de bénéfices, mais ça a des risques quand même très importants. Des chutes, des problèmes au niveau de la mémoire, des accidents de voiture. Donc, si on fournit cette information-là aux gens, via le pharmacien, c'est à lui de dire à son patient, « Hey, tu prends ces médicaments-là, est-ce que tu as déjà considéré qu'on pourrait essayer ensemble, en équipe, de voir si tu pourrais l'arrêter? » Puis les pharmaciens ont fait cette intervention-là comme service clinique. Bien, ils ont eu un impact énorme. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les études qui ont réussi à cesser des médicaments pour dormir, mais même s'ils les prenaient depuis des dizaines d'années dans certains cas. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est juste un exemple d'un service que les pharmaciens peuvent mettre en place. On peut avoir des résultats super intéressants. Parce qu'au final, vous êtes les experts des médicaments, mais dans votre parcours scolaire, là, vous avez autant étudié toutes les maladies un peu. Vous les avez vues. Beaucoup, c'est sûr. On passe de tout le corps humain en détail, puis ensuite, on voit chaque pathologie, ensuite, comment on traite les maladies. Donc, les cours sont assez complets, assez larges, puis on en connaît beaucoup. Puis même en tant que pharmacien, on a un rôle on dit qu'on est des éternels étudiants, on fait de la formation tout le temps, à longueur d'année. Ça évolue tellement vite qu'on reste à jour, puis on continue à suivre ça. Donc, on en voit beaucoup, puis je vous dirais que c'est vraiment un travail de collaboration. Le pharmacien seul ne pourrait pas fonctionner, le médecin non plus. Exact. On travaille ensemble. Même que maintenant, on a des pharmaciens de milieu communautaire, mais qui travaillent dans des GMF, dans des cliniques médicales avec des médecins pour vraiment travailler puis assurer la meilleure thérapie possible. C'est vraiment l'idéal. Comme dit Sophie, on a chacun notre spécialité. Puis personne ne cherche à remplacer l'autre. C'est vraiment le médecin a une formation en diagnostic et en évaluation du patient qu'on n'a pas. Et de l'autre côté, nous, on s'est concentré sur le médicament. Donc, quand on met les deux ensemble, on peut accomplir des choses quand même impressionnantes. C'est une belle façon de conclure ça. Merci beaucoup, les filles. Ça me fait plaisir. Effectivement, au Québec, on consomme beaucoup de médicaments. Je pense qu'il est donc important de se rappeler qu'il y a des moyens, des solutions plus naturelles pour améliorer notre santé avant d'aller prendre des médicaments, comme faire de l'activité physique, changer son alimentation et avoir des bonnes nuits de sommeil. Si vous êtes obligé de prendre des médicaments, n'hésitez pas à demander toute l'information nécessaire à votre pharmacien ou à votre pharmacienne. Et sachez que la déprescription existe. À tout moment, vous pouvez demander à un professionnel de la santé si vous pouvez arrêter ou réduire votre médication. On se voit la semaine prochaine. Take me away.